Savez-vous que les origines des peuplements permettent aussi d'identifier les pathologies liées aux ancêtres? C'est ce que nous allons découvrir. Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui nous partons sur la deuxième partie de l'origine des maladies, une longue histoire. Alors ce voyage, nous allons le faire en compagnie d'Alain Froment. Bonjour Alain. Bonjour cher Joël. Alors Alain, vous êtes médecin tropicaliste et anthropologue biologiste, directeur émérite à l'IRD également et ancien responsable des collections d'anthropologie au Musée de l'Homme où vous enseignez également. Et vous nous avez fait le plaisir de nous accompagner pour des émissions très intéressantes sur la place de l'homme dans la nature, sur l'origine de l'espèce humaine, sur la question des races humaines. Et là, aujourd'hui, nous nous retrouvons sur cette origine des maladies pour la deuxième partie, et en particulier sur les origines liées au peuplement. Parlons donc et commençons donc par la Réunion. Oui, on a vu dans la causerie précédente qu'une nouvelle approche de la médecine qui s'appelle l'évomédecine, la médecine darwinienne, essaye d'interpréter les maladies en fonction d'un certain substrat et notamment de prédispositions génétiques. On se dit donc que dans un pays comme la Réunion, qui a une histoire de peuplement complexe, on va pouvoir peut-être retrouver un certain nombre de traces de ces migrations. Alors, on rappelle sur cette diapo un petit peu ce dont on avait parlé à propos des origines de l'espèce humaine, c'est-à-dire une naissance en Afrique, il y a plus de 200 000 ans, et puis ensuite une diffusion des hommes modernes dans tout l'ancien monde, où ils vont rencontrer des prédécesseurs à eux, que sont les hommes de Néandertal, notamment en Europe, ou les hommes de Denisova en Eurasie. Et puis après, ces longues migrations qui conduisent les hommes modernes en Amérique et plus récemment dans le Pacifique, ces flèches violettes. Et cette expansion dans le Pacifique, elle va arriver jusqu'à Madagascar, donc tout à fait proche de nous. Par conséquent, ce peuplement de la Réunion, il est le fait de ces différentes migrations, un fond de peuplement européen. Et donc là, on va avoir peut-être la trace du métissage avec les hommes de Néandertal, un fond africain qui vient par le Mozambique ou autre, et donc de proximité, et puis un fond malgache, donc, dont une partie résulte de ces migrations austronésiennes. Et bien sûr, le fond indien avec les engagistes. Donc, si on prend par exemple la question des origines en Europe, on a cette rencontre entre des Homo sapiens, ici une femme sapiens sortie d'Afrique, et qui rencontre un homme de Néandertal qui est en Europe depuis des centaines de milliers d'années. On sait par les travaux de la génétique actuelle que les Européens portent entre 2 et 4% de leur génome d'origine néandertalienne. Si on prend toute la population européenne, 20% du génome des hommes de Néandertal peut être retrouvé. Et on sait que ce métissage a donné la prédisposition à un certain nombre de maladies. Sur cette diapo, je ne vais pas détailler, mais on s'aperçoit que ce métissage est très présent. Et on a quelques exemples frappants et contemporains, notamment à propos du Covid, qui nous a permis de réaliser combien les maladies infectieuses sont encore autour de nous. Et vous voyez ici, cette diapo, ça représente un crâne de Néandertalien qui a été trouvé récemment, et une publication, vous voyez, qui vient du Bangladesh, où on s'est aperçu que les descendants de ces migrations des Homo sapiens qui ont traversé l'Eurasie, qui sont arrivés donc jusqu'en Inde et au Bangladesh, ont charrié avec elles des morceaux donc de chromosomes de néandertaliens, et que les gens qui faisaient des Covid plus sévères étaient ceux qui avaient le plus de gènes néandertaliens. Donc on commence à avoir un petit fil, et ça n'est pas que pour le Covid, d'interprétation des maladies infectieuses en fonction de l'origine génétique. Alors il y a énormément d'exemples.
J'aurais pu en prendre beaucoup. J'ai choisi le papillomavirus parce que actuellement on a une campagne de vaccination des adolescents. On sait que ce virus est à l'origine du cancer du col de l'utérus et également du cancer du pénis. Et donc c'est un virus sexuellement transmissible qui fait des ravages. La vaccination est donc une réponse assez logique, mais il y a une certaine résistance, notamment de la part des parents, en disant mais pourquoi encore vacciner nos enfants contre la Xème maladie, etc. Donc l'explication, c'est qu'effectivement, on a un risque de cancer lié à ce virus. Mais quand on regarde les sous-types mondiaux du virus, on s'aperçoit donc en gros il y a une forme A, B, C et D et que la répartition géographique est relativement différente selon les continents. On voit notamment qu'en Afrique, on a de l'orange et du noir, donc en fait les formes B et C, alors qu'en Europe et avec les populations qui ont colonisé récemment l'Amérique, les populations d'origine espagnole et portugaise, ce sont ces sous-types-là, de type A1 notamment, qui sont présents. Et puis en Asie, on a encore un autre sous-type. On se dit donc qu'à La Réunion, chaque composante de migration va être venue avec son propre sous-type viral. Alors, ce qu'on observe, et là, ça permet de remettre en perspective la causerie sur les origines de l'espèce humaine avec celle sur l'origine des maladies. On voit à gauche un petit arbre généalogique donc de l'espèce humaine. Donc, vous voyez, depuis 600 000 ans à peu près, on a un ancêtre commun entre les hommes de Néandertal et les hommes modernes. C'est là où se trouve la petite flèche. Voilà, donc on a deux populations qui se détachent, qui sont donc les hommes de Denisova, qui peuplent l'Asie centrale et l'Eurasie, et les hommes de Néandertal qui sont plutôt en Europe de l'Ouest. Et puis, en dessous, le bouquet des populations actuelles, avec l'Afrique qui se détache d'abord, et puis l'Asie et l'Europe. Et à droite, on a l'arbre phylogénétique, cette fois-ci, de ces virus, papillomavirus, et on s'aperçoit qu'en fait, il y a une très bonne correspondance, en fonction de la carte qu'on vient de voir, entre le sous-type de virus et l'origine géographique, donc génétique des populations. Donc c'est une façon à nouveau d'illustrer combien la diversité génétique des pathogènes répond à la diversité génétique des populations humaines et à la coévolution entre les humains et leur pathologie. Alors cette réflexion, elle n'est pas nouvelle en fait, puisque nous avons un grand prix Nobel de médecine qui s'appelait Charles Nicholl, qui a travaillé, un pastorien, il a travaillé sur le typhus, mais il a réfléchi à travers notamment cet ouvrage qui est absolument merveilleux, qui date de près d'une centaine d'années maintenant, au destin des maladies infectieuses. Naissance et mort des maladies infectieuses, le sous-titre. C'est-à-dire les maladies infectieuses, évidemment, sont causées par des pathogènes qui sont des êtres vivants, qui ont donc une existence. Elles apparaissent, c'est l'émergence, elles se développent, notamment dans l'espèce humaine, et elles peuvent éventuellement disparaître. On a un certain nombre de maladies dont on a des traces dans l'historiographie, dans les vieux traités de médecine, qui ont disparu. Donc, cette approche-là, c'est une approche véritablement évolutive. Ça consiste à penser que les maladies s'adaptent et que malheureusement, elles ne disparaîtront pas. C'est un petit peu la conclusion de Charles Nicholl, que voilà, il y aura toujours des nouvelles maladies, et notamment on en parlait quand les réservoirs sont animaux, quand les animaux sauvages nous infectent, et donc il faut s'habituer à l'idée qu'on n'a pas la balle magique pour tout. Quand on a découvert les antibiotiques, on a pensé que les maladies infectieuses, en tout cas bactériennes, allaient disparaître, et que les maladies virales, grâce au vaccin, allaient disparaître. Puis on s'est aperçu que c'est beaucoup plus compliqué que ça, qu'il y a des résistances, etc., et qu'on est confronté donc à cette problématique de l'émergence. Oui, ça c'est vraiment passionnant parce que effectivement, on a quelques théories complotistes qui diraient que les nouvelles maladies ont été fabriquées de toutes pièces. En fait, on a véritablement, au cours de toute l'histoire humaine, on voit bien l'émergence des maladies, leur disparition, l'émergence de nouvelles, etc., et qui sont liées à d'autres facteurs.
Oui, pour le Covid, on connaît les ancêtres sauvages dans la faune sauvage des formes humaines. D'ailleurs, il y a eu plusieurs épidémies, le SARS, le MERS, etc., qui étaient déjà des virus apparentés. Mais c'est vrai que dans les dernières années, on a observé vraiment l'apparition de nouvelles maladies. Par exemple, l'Ebola. C'est figuré ici, vous voyez cette crise terrible qui a affecté l'Afrique centrale, notamment la RDC et puis l'Afrique de l'Ouest, du côté de la Sierra Leone, du Libéria, de la Guinée. Eh bien, c'est une maladie qui est facile à diagnostiquer parce que c'est une maladie hémorragique très spectaculaire et donc on ne peut pas se tromper. Et on sait qu'elle est apparue récemment, tout simplement parce que même si les livres de médecine anciens peuvent être imprécis, en tout cas, une maladie de cet ordre-là n'aurait pas échappé à nos prédécesseurs, notamment les médecins coloniaux. Donc on sait que cette maladie est apparue. Un certain nombre de théories ont imaginé que c'était à cause de la déforestation. C'est pour ça que j'ai mis cette image-là, où on voit que l'idée sous-jacente, c'est que nous avions des espaces naturels vierges et qu'à partir du moment où on a pénétré ces espaces vierges, notamment pour les exploiter, pour le bois ou pour d'autres raisons, eh bien, ça nous a mis en contact avec des virus qui étaient jusqu'à présent cachés. Alors, cette théorie est fausse dans la mesure où il n'y a aucun espace vierge sur la Terre. Et pour prendre notamment l'exemple de l'Afrique centrale, où j'ai travaillé pendant très longtemps, et notamment chez les Pygmées, les Pygmées sont dans cette forêt depuis au moins 80 000 ans. Et ils sont certes pas très nombreux, mais ils sont tout le temps en contact avec la faune sauvage. Donc dire que ces espaces sont vierges est faux. Ce qui est vrai, c'est que les activités humaines peuvent parfois mettre en contact la faune sauvage avec un certain nombre de gens susceptibles. Par exemple, pour Ebola, les premiers cas ont été décrits à la suite de gens qui ont visité des grottes. Et dans ces grottes vivaient des chauves-souris et ils ont été contaminés par l'Ebola à cause de ces chauves-souris. Et pour chaque maladie infectieuse, on a comme ça une trace, un ancêtre animal qui va s'adapter à l'espèce humaine. Et un des exemples les plus dramatiques, c'est celui du sida, puisqu'on connaît maintenant bien l'histoire du sida. Ça se passe au Cameroun. Moi, j'ai passé une quinzaine d'années au Cameroun. J'ai été sans avoir moi-même participé à cette recherche précise, je l'ai vu se développer. Donc ici, vous avez un petit peu, une carte qui est parue dans Le Monde il y a quelques années, un petit peu l'histoire du sida. Vous voyez le point vert, le démarrage de l'épidémie, ça se passe à l'est du Cameroun. Et c'est en fait, dans les années 1900-1920, donc ça fait déjà un siècle, on a commencé à décrire le sida clinique dans les années 80, mais en fait, il couvait et il circulait depuis bien avant, donc on le sait maintenant, et vous avez quelques dates. On a des comptes rendus médicaux, notamment à Kinshasa, qui était l'ancienne Léopoldville, qui laissent penser que la maladie était là déjà dans les années 1920. La construction du chemin de fer du Congo, dans les années 30, on a également des morts de travailleurs qui sont dans un tableau clinique qui ressemble à celui du sida, avec de la fièvre, des diarrhées, des ganglions, etc. Mais à l'époque, évidemment, on n'a pas idée, d'autant que le sida, c'est pas une maladie facile à diagnostiquer, c'est un déficit de l'immunité, donc ça laisse la place à tout un tas de maladies opportunistes qu'on connaît par ailleurs. Donc il n'y a pas de signe spécifique du sida. Mais ce qui a permis, en fait, de remonter à cette histoire, c'est la biologie moléculaire. On a donc au Cameroun, vers 1910, un chasseur qui s'infecte avec un virus qui vient des chimpanzés. De là, évidemment, ce virus étant dans le sang et le sang étant impliqué dans les relations sexuelles quand elles sont un petit peu violentes, cette contagion, elle se fait par le sexe, mais aussi par le sang directement. Et on a, dans ces années-là, à l'époque coloniale, des mouvements de travailleurs qui sont attirés dans les villes, etc. Et souvent, ils sont célibataires, donc ils vont fréquenter des prostituées. Et c'est comme ça qu'il y a une caisse de résonance dans les villes qui fait que cette maladie va commencer à se manifester beaucoup dans les villes donc du Congo belge. Et puis, à l'indépendance, on sait par exemple que ce pays qui n'avait pas beaucoup de cadres a été aidé, notamment par des Haïtiens qui sont venus donner un coup de main. Et les Haïtiens ont été infectés étant au Congo belge
ex-belges, et ont rapporté le virus en Haïti, parce qu'à un certain moment de l'épidémie, on a même accusé les Haïtiens d'être les vecteurs. En fait, le point de départ était africain, et on a donc assisté à ce qu'on appelle le franchissement d'une barrière d'espèces. Quand on s'est intéressé au virus simien, SIV, virus simien, donc Simian Immunodeficiency Virus, virus de l'immunodéficience simienne, on s'est aperçu que dans chaque branche évolutive des primates, donc vous avez à gauche un petit arbre phylogénétique des primates, nous avons tous un ancêtre commun avec les primates, une souche commune, et puis les milieux, le clivage entre l'Amérique et l'Afrique, etc., ont fait que les espèces de singes se sont différenciées, et ont conduit d'ailleurs à l'espèce humaine. En Afrique, eh bien, on a à droite, cette fois-ci, l'arbre phylogénétique, donc l'arbre de parenté de tous les virus simiens, et on s'aperçoit qu'il y a en fait une correspondance. Chaque espèce de primate a son virus simien. Et on a notamment surligné le SIV du CPZ, du chimpanzé, qui est l'ancêtre du HIV-1 humain, puisqu'on a deux virus chez l'homme, le HIV-1 et le HIV-2. Donc le HIV-1 humain, il est très apparenté au virus de chimpanzé, et le HIV-2, il est très apparenté à un virus de Cercopithèque, qu'on appelle le singe mangabé, mais il donne des sida plus discrets en quelque sorte, on en parle moins, et ils sont moins évolutifs. Mais malgré tout, il y a au moins ces deux émergences-là, et ce qui s'est passé... Oui. Alors justement, oui, c'est la question que j'allais vous poser, mais à quelles conditions on est infecté où il y a un passage de barrière d'espèces entre l'homme et l'animal? Alors, c'est un événement accidentel, rare. En ce qui concerne le sida, donc on pense que c'est un chasseur qui a tout simplement découpé un chimpanzé. Il s'est blessé avec sa machette, donc avec du sang frais, ou bien sa femme, en redécoupant à la cuisine les morceaux de viande, s'est planté le couteau dans la main et le sang était frais, donc plein de virus. Ce sont des événements rares, puisque des gens qui se coupent avec un couteau plein de sang d'animal, en Afrique, ça se passe des milliers de fois par jour. Mais il faut certainement un concours de circonstances qu'on connaît encore mal sur la souche de virus qui était préadaptée pour l'homme, sur la première victime elle-même qui génétiquement avait peut-être des particularités, ça on ne le sait pas, cette histoire-là elle est perdue, elle date de 100 ans, mais en tout cas le fait est qu'un premier humain a été infecté et que ce virus s'est plu dans l'espèce humaine, alors que chez les animaux, donc chez les autres primates, ce virus était là depuis longtemps et il y avait une tolérance. Tout simplement parce qu'on a des théories darwiniennes également sur l'évolution de la virulence. Quand vous avez un microbe, donc que ce soit un virus, une bactérie ou un parasite très agressif, la personne atteinte meurt vite. Et donc le pathogène meurt avec sa victime. Donc il disparaît. Comme il y a souvent dans tout pathogène un certain nombre de souches d'agressivité différentes, eh bien on va voir que les souches les moins agressives vont finir par survivre. Les plus agressives se seront suicidées en quelque sorte, et les moins agressives qui ne tuent pas leurs victimes vont être privilégiées, vont émerger, et donc cette victime étant capable de survivre va aussi être celle qui va diffuser la maladie. Et en ce qui concerne le sida, c'était particulièrement vicieux, si j'ose dire, puisque l'incubation est très longue, c'est de l'ordre de 10 ans. Donc pendant 10 ans, la victime ne sait même pas qu'elle est atteinte, donc elle est contagieuse, et elle a 10 ans pour répandre le virus autour d'elle avant de tomber malade. Et donc, chez les singes non humains, ce virus existait depuis longtemps. Il ne rendrait pas donc les chimpanzés ou les mangabés malades. En revanche, ces virus de primates africains, si on les injecte à des primates asiatiques, à des macaques, les macaques vont développer un sida parce qu'ils n'ont pas cette prémunition. Donc chez l'homme, il y a eu ces premiers cas. Le virus s'est trouvé très agressif. Donc les premiers sida décrits étaient très rapidement mortels, avec des contextes assez spectaculaires de diarrhée, etc. Et puis c'est devenu de plus en plus une maladie chronique. Et on peut penser, si on n'avait pas inventé les antirétroviraux, qu'au bout de 100, 200 ou 300 ans, comme on l'a vu pour la syphilis, qu'on aurait eu des formes cliniques de sida beaucoup plus lentes,
avec une survie bien meilleure, toujours bien sûr une atteinte, mais surtout une contagiosité qui fait que c'était un succès pour la diffusion du virus. C'est un peu comme ça qu'on interprète l'évolution de la virulence dans les hôtes. Et donc, sur la diapo qu'on a sous nos yeux, on a cette idée qu'on a un virus simien ancestral, on l'a vu sur l'arbre généalogique un peu plus compliqué, et donc un passage du virus de chimpanzé à l'homme dans un cas, du virus du singe vert à l'homme dans un autre cas. Ce franchissement de la barrière d'espèce, donc, il a permis au virus de s'adapter à l'espèce humaine. Et toutes les émergences qu'on voit actuellement sont comme ça, des virus animaux qui franchissent la barrière d'espèce. Soit ils n'ont pas de succès, donc l'histoire s'arrête là, soit ils trouvent un terrain favorable, et donc c'est le démarrage des épidémies. Alors, on va voir maintenant les grandes épidémies tueuses dans l'histoire de l'humanité. Oui, alors dans l'histoire de l'humanité, on a eu un des plus terribles, ça a été la variole, qui est une maladie virale exclusivement humaine. On en a parlé dans la causerie précédente. Puisqu'elle était humaine, qu'on avait un vaccin efficace, eh bien, cette maladie a été contrôlée. Les derniers cas remontent à 1979. Mais on a vu des réémergences sous forme de monkeypox, notamment l'an dernier. C'est une variante de variole beaucoup plus bénigne qu'on a trouvé chez les singes, d'où le nom, mais chez d'autres animaux également. Donc ça donne des éruptions cutanées chez les humains, notamment à travers les contacts sexuels, enfin les contacts un peu rapprochés, mais c'est une maladie de la peau, et ça ne tue pas du tout. Par contre, la variole, qui a donc été à l'origine de grandes épidémies tueuses, elle a disparu. On la garde dans les laboratoires comme arme de destruction massive, d'autant que maintenant on ne vaccine plus contre la variole, alors que tous les gens de ma génération, par exemple, ont été vaccinés, mais pas les jeunes, de sorte qu'ils sont à nouveau sensibles. Si on voulait s'en servir pour répandre une maladie, ça serait peut-être la variole. Je suppose que quand même on la conserve aussi pour pouvoir toujours faire un vaccin. Bien sûr, bien sûr. Donc on sait que les laboratoires militaires sont très jaloux de ça. Alors, les autres tueuses, il y a eu la tuberculose, on en a parlé, on le voit sur les lésions osseuses, il y a eu la peste, qu'on retrouve également grâce à l'ADN dans les squelettes. Et puis alors le paludisme, c'est avec le sida les deux grandes causes actuelles de mort qui tournent autour de 500 000 à 1 million de morts par an, encore actuellement. Donc le sida, j'en ai parlé, on connaît son histoire maintenant. Il s'est répandu à la surface de la Terre, évidemment, très facilement avec les migrations, les voyages, etc. Le paludisme, lui, alors il existe depuis très longtemps, on va le voir. C'est une maladie, vous voyez le cas clinique à gauche, qui touche beaucoup les enfants, qui tue beaucoup d'enfants. Vous voyez 600 000 décès par an, surtout en Afrique. La plupart des pays, 95% sont des pays africains. Et l'affiche de droite figurait en fait un mort toutes les 30 secondes à l'époque où cette affiche, il y a une quinzaine d'années, a été faite. Maintenant, avec les politiques de prévention, on a abaissé ce mort, mais c'est quand même un mort toutes les 51 secondes. Ça veut dire que pendant la durée de notre causerie, 40 enfants seront morts du paludisme. C'est quelque chose qui reste terrifiant. Donc vous avez ce cas clinique avec un enfant qui est anémié, qui a une énorme rate, c'est ce qu'on voit alors pour nous à droite, mais à son côté gauche, une rate qui occupe presque tout l'abdomen, et puis le foie à son côté droit, donc à gauche pour nous, qui dépasse du gril costal, alors que normalement le foie on ne le palpe pas, et donc ce sont des organes qui se dilatent sous l'effet de l'infection. C'est un petit parasite monocellulaire qui vit dans les globules rouges et qui est donc transmis par une piqûre de moustique. Ce moustique s'appelle l'anophèle. Alors, les nouvelles mesures de prévention, notamment Bill Gates qui s'était beaucoup investi là-dedans, c'est la distribution de moustiquaires pour protéger les gens de la piqûre, une piqûre nocturne. Moustiquaires souvent imprégnés d'insecticides, ce qui permet non seulement de protéger l'individu, mais de tuer aussi le moustique qui se pose sur la moustiquaire. Et puis, il y a des remèdes, mais la fameuse chloroquine, mais le paludisme est devenu résistant à la chloroquine, donc on ne l'emploie plus. Et il y a des espoirs de vaccins. Il y a plusieurs vaccins qui sont actuellement en cours d'essai clinique et qui malheureusement ne marchent pas à 100%, mais qui donnent quand même un certain nombre de résultats, donc qui abaissent quand même la morbidité.
On va voir un petit peu le cheminement là, de cette tragédie à 3 acteurs, m'avez-vous dit? Oui, c'est ça. Le parasitisme, c'est un mécanisme complexe où un microbe vient infecter un hôte, parfois par des voies assez inattendues. En ce qui concerne le paludisme, c'est donc un insecte vecteur qui va se nourrir sur quelqu'un, donc une personne humaine ou éventuellement animale, qui est porteur dans son sang du parasite. Et on voit à gauche une photographie au microscope de globules rouges humains avec le parasite dedans, cette espèce d'image, on appelle ça une bague à chatons, c'est-à-dire une structure circulaire avec un point qui est le noyau du parasite. Donc voilà, le plasmodium, c'est le nom du parasite, il y en a plusieurs, on le verra, il vit dans les globules rouges. Et donc, quand le moustique vient piquer un porteur humain, ce qu'on appelle donc le réservoir, il s'infecte et quand il va piquer un sujet innocent, naïf comme on dit en médecine, quelqu'un qui n'a pas été exposé, en même temps qu'il pique le nouveau sujet, il va dans la salive injecter le parasite. C'est comme ça que le cycle se boucle. De sorte que du point de vue darwinien, on peut étudier les mécanismes de résistance de l'hôte, du réservoir, donc comment les humains ont eu des mutations protectrices contre le paludisme, en fonction justement de cette pression de sélection énorme qu'était la mortalité par paludisme, comment le parasite lui-même a évolué au cours des millions d'années en infectant tout un tas d'espèces animales, et comment l'anophèle lui-même a évolué et continue à évoluer. Alors le paludisme, c'est une chose, mais c'est également source d'autres maladies. Alors, les adaptations, les réponses adaptatives de l'espèce humaine au paludisme, elles ont consisté en un certain nombre de mutations. On en connaît une soixantaine, certaines que je ne vais pas détailler, comme le déficit en glucose 6-phosphodéshydrogénase, certains groupes sanguins, comme le groupe Dufy, et puis des mutations sur l'hémoglobine. Donc là, j'ai choisi de parler de 2 d'entre elles parce qu'on peut les trouver à La Réunion. Ce qu'on appelle les thalassémies, alpha et bêta, qui sont des troubles de la synthèse des chaînes d'hémoglobine, qui donnent des anémies, parce que justement l'hémoglobine n'est pas fabriquée de façon normale et le parasite qui vit dans les globules rouges est affecté par ce déficit en hémoglobine. Donc c'est une manière de résister au paludisme. Et vous voyez que la répartition géographique des thalassémies, c'est d'abord le bassin méditerranéen, d'où l'étymologie thalassa en grec qui veut dire la mer, notre mer, la mer Méditerranée. Mais vous voyez que toutes les zones tropicales sont affectées, donc les zones où il y a du paludisme, y compris l'Asie du Sud-Est, beaucoup d'ailleurs la Mélanésie, la Papouasie, et j'ai mis pour ça, vous voyez, le tableau clinique d'un enfant. Lui, il est thaïlandais, pour rappeler que ça n'est pas que l'Afrique. Et donc, ça donne des anémies sévères, ce qu'on appelle l'anémie de Coulée, avec, comme dans ce qu'on a vu tout à l'heure, un gros foie, une grosse rate, un ictère, une jaunisse, une maigreur, une malnutrition, etc. Tout ça, c'est parce que le paludisme donne de la fièvre, il vous ronge en quelque sorte, il vous fait vomir, donc vous n'avez aussi plus d'appétit. Donc, l'enfant, il est malade, même devant une assiette pleine, il ne va pas manger parce que il a... Et puis, il y a le coût métabolique, évidemment, de la fièvre, et puis la complication qui sont des crises neurologiques qui conduisent à la mort. Et donc, cette pression de sélection a suscité l'apparition de ces mutations. Alors, le tableau en orange, là, je l'ai pris dans une publication d'il y a une dizaine d'années de chercheurs qui ont travaillé à La Réunion pour montrer que, alors, dans ces hémoglobinopathies, finalement, la thalassémie est assez rare. Par contre, on voit une autre maladie, donc, dont je vais parler maintenant, la drépanocytose. Alors, vous voyez que sur 230 000 nouveau-nés testés à La Réunion, on n'a trouvé qu'une cinquantaine. Donc, ce n'est pas un problème de santé publique considérable. Néanmoins, c'est une maladie qui tue. Et vous voyez qu'en Guyane ou à Mayotte, les chiffres sont beaucoup plus importants, puisqu'ici, on a donc un nouveau-né sur 4500 qui est atteint. En Guyane, où la proportion de peuplement africain est beaucoup plus grande, vous avez 1 sur 200 quand même. Et à Mayotte, où on est aussi proche de l'Afrique, 1 sur 600. Donc, qu'est-ce que c'est que cette drépanocytose? Eh bien, c'est une autre mutation de l'hémoglobine où vous voyez la répartition géographique ici.
À gauche, vous avez les foyers d'apparition de la mutation. On voit mieux à droite. Donc, vous voyez un foyer en Afrique centrale, un foyer, encore une fois, du côté du Cameroun et du Nigeria, et puis un foyer en Arabie, un foyer en Inde. Mais c'est surtout l'Afrique qui est touchée. Et l'Afrique tropicale, intertropicale. Donc vous avez en noir sur la figure de gauche ces foyers de drépanocytose et en rouge la carte du paludisme. Et vous voyez qu'il y a, comme pour la thalassémie, une bonne correspondance, c'est-à-dire qu'on est fondé à penser que l'émergence de cette maladie, de cette mutation, a été sélectionnée par une résistance au paludisme. Alors comment se passe cette résistance et comment se passe la transmission ? Eh bien, nous avons donc une hémoglobine dite normale, en fait une hémoglobine plus fréquente qu'on va appeler l'hémoglobine A, et puis une mutation S. Pourquoi S ? Parce que ça veut dire sickle, petite faucille en anglais. Le globule rouge atteint par la mutation se déforme. Au lieu d'être une petite assiette et toutes ces assiettes plates là qui circulent dans nos vaisseaux, dans nos capillaires, elles glissent les unes sur les autres, comme des piles d'assiettes, eh bien, dans la drépanocytose, le globule est déformé en forme de petites faux, de petits crochets. Et là, les globules rouges ne glissent plus du tout les uns sur les autres, ils forment des caillots. C'est très douloureux parce que ça atteint les os, les capillaires dans les os, et puis c'est mortel, c'est-à-dire que ces caillots peuvent se former dans le cerveau. Et donc, en général, cette maladie tue avant l'adolescence. Ce qui veut dire que, puisque ce sont des enfants qui meurent, ils ne transmettent pas le gène, ils n'ont pas d'enfants. Alors comment se fait-il que cette maladie soit si fréquente ? Eh bien, c'est parce que on a ce qu'on appelle un polymorphisme balancé ou équilibré. On a un avantage du porteur du gène. Si vous n'avez qu'une seule copie du gène muté, vous survivez mieux au paludisme. Vous savez qu'on reçoit chacun de nos gènes en double, un gène du papa, un gène de la maman. Et donc ici, nous avons une famille où il faut que les deux parents soient porteurs du gène pour qu'on ait des enfants drépanocytaires. Donc chaque parent a un gène avec l'hémoglobine A, un gène avec l'hémoglobine S, et donc dans la descendance, on va avoir un quart statistiquement des enfants qui n'ont rien du tout, ils héritent du papa et de la maman du gène A, donc ils ne sont ni porteurs ni transmetteurs. Vous avez 2 enfants sur 4, donc la moitié, qui vont reconstituer le génotype des parents, c'est-à-dire ils vont être AS, ils n'auront pas ou très peu de signes cliniques, par contre ils ont un avantage évolutif, ils vont moins être sensibles à la mortalité par paludisme, et malheureusement le 4e quart, c'est l'enfant qui a hérité le gène S du papa et de la maman, et c'est lui qui va tomber malade. Alors maintenant, avec les progrès de la médecine, on arrive à faire survivre ces enfants-là, ils atteignent même l'âge adulte et même une espérance de vie à peu près analogue aux personnes non affectées. Ils peuvent donc aussi transmettre leur gène. Mais ce qui est très important, c'est donc de faire un dépistage à la naissance, c'est ce qui a été fait à La Réunion, pour faire du conseil génétique. C'est-à-dire pour dire à la personne, si elle est malade homozygote, elle aura un suivi pendant toute sa vie. Et elle aura des crises, et elle va souffrir, mais on peut la soigner. Et si la personne est simplement porteuse, eh bien lui dire que si elle rencontre comme partenaire une personne qui est elle-même porteuse, il y a un risque qu'un quart des enfants soient donc atteints de drépanocytose. Mais ces gènes-là donc ont été sélectionnés pour survivre au paludisme, et on sait que ce paludisme, il affecte donc l'humanité depuis très longtemps. J'ai rappelé ici un petit peu l'évolution des humains et toute cette histoire qui se passe en Afrique jusqu'aux Homo erectus, là, un des grands rectangles orangés dont on a parlé dans la causerie sur l'évolution de l'espèce humaine. Eh bien, depuis les origines, depuis l'ancêtre commun à l'homme et au chimpanzé, l'humanité se promène avec le paludisme. Et comment on le sait ? Eh bien, tout simplement en faisant l'arbre phylogénétique, donc l'arbre généalogique en quelque sorte des différents plasmodiums. Et on s'aperçoit que ces plasmodiums, ils peuvent affecter beaucoup d'espèces animales inattendues, les lézards, les oiseaux, etc. Ce sont des parasites qui sont apparus il y a plusieurs centaines de millions d'années, en même temps qu'apparaissaient dans l'histoire évolutive de la planète les insectes,
qui étaient évidemment les vecteurs, puisqu'il n'y a pas de paludisme sans vecteur. Et donc, on voit qu'en fait, maintenant, on sait cliniquement que dans l'espèce humaine, on a 5 espèces pathogènes, mais il y en a 4 qui ne donnent que des symptômes assez faibles et qui ne conduisent pas de la mortalité. Ça veut dire qu'on est en quelque sorte habitué depuis très longtemps à vivre avec ces espèces. J'en parlais pour le sida, mais c'est vrai pour le paludisme aussi. Il y a une habituation qui fait qu'on est porteur de la maladie sans en mourir. Donc, il y a notamment le Plasmodium vivax, qui est tout en haut. Pourquoi vivax? Parce qu'il peut survivre chez vous pendant toute la vie. C'est le paludisme du colonial. Le monsieur qui a vécu 10 ans sous les tropiques, il rentre et même à 70 ans, il continue à faire des crises de paludisme, mais bénignes. Donc de la fièvre, des transpirations, etc. Il ne va pas en mourir. Alors on en connaît d'autres. Nolésie, qui est un paludisme de primate qui est très rarement rencontré chez l'homme, mais qu'on voit de temps en temps. Mais surtout donc malariés et ovalés, qui sont les formes les plus courantes avec le vivax des paludismes bénins. Et puis sur une autre branche de l'arbre, on a en fait le plus redoutable, qui est le Plasmodium falciparum, qui lui est apparu plus récemment dans l'évolution, qu'on retrouve chez les chimpanzés. Et donc ça, c'est un passage récent dans l'histoire évolutive humaine. Et là, puisqu'on a moins cette cohabitation, elle a duré moins longtemps, on est beaucoup plus sensible. Et donc le falciparum est le seul paludisme qui tue, mais il tue beaucoup, et surtout il tue vite. C'est-à-dire qu'on est porteur du parasite pendant environ 2 mois. Il faut le savoir quand on voyage dans les régions impaludées, donc on conseille de prendre la prophylaxie à partir du 1er jour où on risque d'être piqué par un moustique, puisque à partir de 8 à 10 jours, on peut déjà développer du paludisme. Et quand on rentre chez soi, il faut continuer pendant 2 mois, parce qu'il y a une réserve du parasite dans le foie. Et ensuite, ce parasite disparaît. Donc, si on a survécu pendant les 2 mois, si on a bien pris ces comprimés, eh bien, on ne fera plus de paludisme. À la différence donc du vivax qui, lui, peut vous déranger pendant des années. Mais au moins, ce paludisme mortel, on peut le maîtriser. Pourquoi est-ce que les gens meurent en Afrique? Parce qu'ils n'ont pas accès aux soins. Ce n'est pas parce qu'on manque de médicaments, on en a. Par exemple, si avec le réchauffement climatique, le paludisme se répandait en Europe, et d'ailleurs il a sévi en Europe, on le sait, ce qu'on appelait la fièvre des polders, c'était du paludisme, et ça existait dans l'Europe du Moyen-Âge. Vous voyez les polders aux Pays-Bas. En Sologne, on a des images du paysan sologno au XIXe siècle qui vit dans des marécages. Paludisme, ça veut dire marécage. Malaria, c'est l'autre nom, c'est mauvais air, c'est l'air méphitique aussi des zones marécageuses. Eh bien, le paysan de Sologne faisait du paludisme depuis des siècles. Et donc, si le paludisme revenait en Europe, grâce au réchauffement climatique, ce serait finalement très maîtrisé. Alors, on a également le 3e acteur, donc l'anophèle, qui lui-même a évolué et qu'on a malheureusement exporté d'Afrique quand les humains sont arrivés en Amérique il y a des milliers d'années. Ils sont passés par les zones froides, il n'y avait pas de paludisme, il n'y avait pas de moustiques, et ils sont arrivés en Amérique, et donc tous les Amérindiens d'origine étaient dépourvus de paludisme. Quand par contre les Européens sont arrivés, et notamment en instaurant la traite négrière, ils ont introduit des gens qui étaient porteurs de la maladie, et puis les moustiques eux-mêmes. Et les moustiques se sont différenciés sous forme de nouvelles espèces en Amérique, mais là aussi, elles ont gardé cette possibilité de transmettre le paludisme. C'est pour ça qu'on a également du paludisme, non seulement d'ailleurs en Afrique tropicale, mais beaucoup plus anciennement en Asie tropicale. C'est pour ça d'ailleurs qu'on s'aperçoit qu'on désinsectise souvent les avions, parce que ce sont effectivement une possibilité de transmission du vecteur qui est parfois d'ailleurs transmis par les soutes des avions ou des cargos. C'est ce qu'on appelle le village global, c'est-à-dire qu'effectivement, maintenant, avec les avions, les pathogènes voyagent très, très facilement. Et donc, pour conclure, les évolutionnistes, les darwiniens, ont formulé ce qu'on appelle la théorie de la reine rouge, là, qui est illustrée ici, qui est inspirée d'Alice au Pays des Merveilles. Alice raconte que tout bouge autour d'elle et que pour rester immobile, en fait, il faut courir.
Eh bien, c'est une image de la course aux armements, c'est-à-dire que les pathogènes mutent sans arrêt et l'espèce humaine, comme les autres espèces animales, répondent également par des mutations pour se maintenir au niveau. Et donc, à chaque fois que des maladies émergentes apparaissent, eh bien, l'organisme répond sur le plan biologique, comme il a répondu depuis des millions d'années, puisque nous sommes une espèce animale. Mais évidemment maintenant, et ça explique la longue espérance de vie de l'espèce humaine actuelle, nous répondons par des adaptations culturelles, c'est-à-dire que nous avons inventé la médecine. Ah oui, tout à fait, donc vous êtes un parfait exemple. Alors, je propose que nous nous quittions là-dessus, mais pour en savoir plus, je vous propose un ouvrage que l'on va voir à l'écran, qui est l'archéologie de la santé, anthropologie du soin, qui est votre œuvre aux côtés de Hervé Guy. Est-ce que vous voulez nous en parler de petites minutes ? Oui, c'est un ouvrage collectif, compte rendu d'un colloque de l'INRAP, des archéologues, donc où on a réfléchi avec les archéologues, Hervé Guy est archéologue, sur justement la paléopathologie et comment est-ce que dans l'histoire humaine, la culture... Donc là, c'est une anthropologie socioculturelle. Cette fois-ci, ça n'est plus mon anthropologie biologique, mais comment la culture a pris le relais pour répondre à la fois du point de vue des solidarités, mais aussi des nouvelles découvertes pharmacologiques depuis que les gens se soignent avec des plantes et comment on a sophistiqué cette approche pour maîtriser la pression des maladies. Bien voilà, notre émission s'achève. Merci infiniment Alain Froment de ces discours passionnants et vraiment je vous invite tous à aller consulter cet ouvrage qui également vous apportera d'autres éléments. Nous nous quittons aujourd'hui et nous nous retrouvons sur les réseaux sociaux de l'Université numérique de La Réunion, Facebook, YouTube et également sur notre site unr.unif-réunion.fr. À très bientôt. Thank you.